Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Clément, je suis développeur C++ au sein d'un courtier en produits financiers. Donc, je vais vous parler un petit peu de web ce soir, un sujet qui se mixe pas spécialement avec le C++, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Donc pour remettre un petit peu de contexte de pourquoi je voulais vous présenter ça. En 2017, ma société décide de monter un desk d'échange de crypto, donc de proposition de liquidité sur des crypto-actifs. Ça marche bien. Et en 2022, ils décident de construire leur propre stack technique et de faire leur propre système, leur propre plateforme de trading en over the counter. Donc, c'est en fait échange de gré à gré, contrairement en fait aux échanges centralisés. Du coup, dans ce projet-là, l'idée c'était de construire quelque chose de performant. Dans le cahier des charges, on avait un développement en langage compilé, en C++, dès le départ. Et ce qu'il faut savoir avec l'industrie de la crypto, c'est que il y a beaucoup d'acteurs en fait. C'est une industrie qui est web native, donc il y a beaucoup d'acteurs en fait qui communiquent par l'intermédiaire du web, qui aiment utiliser des protocoles web pour fonctionner, pour échanger. Et du coup, un des éléments de notre cahier des charges, c'était d'intégrer une stack web dans notre plateforme de trading et dans notre moteur. Et du coup, en cherchant un petit peu l'état de l'art à l'époque, on est tombé sur une petite librairie qui s'appelle Dragon, donc qui est... Pardon, ça marche pas. Ah. Ah si, en fait, c'est juste parce que ça lag pas mal. Voilà. Euh, une librairie C++, donc qui est en fait un framework web MVC, donc pour Model View Controller, ou plutôt MC dans le paradigme actuel, beaucoup plus moderne. Donc c'est un serveur web complet avec capacité layer TLS intégrée. Ça peut aussi servir des fichiers statiques. Il y a un support WebSocket natif avec directement un mécanisme de publication-souscription intégré, ce qui est très pratique pour une stack de streaming de cotation. Différents clients pour aller récupérer de la data à droite à gauche. Donc un client PostgreSQL qui est basé sur l'IPQ, mais en fait qu'ils ont wrappé d'une manière très intelligente. Un client MariaDB, un client Redis. Le framework intègre aussi un ORM complet, donc qui est en model first. Je vous ferai une petite démonstration de ça juste après. Donc voilà, et donc ce que je dis, c'est qu'il y a une bonne partie du projet qui se concentre sur la génération de code et le fait de pouvoir créer justement des contrôleurs et des CRUD complets en fait à partir d'une simple base de données. C'est ce que je vais vous montrer juste après. Donc on a des capacités de désérialisation via la librairie tierce CPP-JSON. C'est cross-platform, ça tourne sur un nombre de plateformes. C'est le code en tant que tel est très moderne. En fait, s'utilise des paradigmes du langage récent. Même en fait, on a en fait
de plus en plus un usage des coroutines dans la librairie. Et c'est disponible du coup sur Package Manager, Conan et VCPKG. Ok. Donc après, bon, les use cases, ça j'en ai un petit peu parlé. Donc si vous avez déjà une code base en C++, vous voulez intégrer des capacités web, c'est parfait. Pareil, en fait, si vous avez des contraintes spécifiques en termes de performance et de form factor, en fait, vu que c'est compilé, ça marche, ça marche plutôt bien. Après, on verra peut-être un petit peu ouais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la librairie, enfin le framework Drogon se repose essentiellement en fait sur une brique, une brique en dessous en fait qui s'appelle Trantor et qui en fait est une librairie d'IO, de réseau asynchrone qui est, moi je trouve, qui est vraiment très élégante d'un point de vue à la fois du code et de l'interface proposée aux développeurs. Après, c'est assez standard sur la technologie. Donc, c'est built on donc un pattern reactor avec une loop d'événements par thread. Donc, vous avez un pool de threads et une boucle d'événements par thread dans votre pool. Le polling de file descriptor basé sur RippleKQ. Vous avez donc en fait dans cette libtrantor, vous avez à la fois des implémentations TCP client et serveur. Pareil, c'est cross-platform, pareil TLS support. En fait, c'est développé par le même auteur principal, le même main mainteneur de Drogon qui s'appelle Antao sur GitHub. Ok. Donc vite fait rapidement, le threading model de Drogon qui est en fait le threading model de Trantor en réalité. Donc là vous avez en fait le thread pool Trantor avec chaque thread en fait qui traite qui run une event loop en fait donc avec une une queue, une functor queue en fait où vous leur faites rentrer des fonctions à exécuter. Ouais, et donc sur ce modèle-là, sur ce type de modèle Reactor, attention, c'est très important. Faut jamais faire rentrer en fait de functors qui exécutent du code bloquant, parce qu'en fait là on l'a appris plusieurs fois à nos dépens. Ça peut être très compliqué. Donc voilà. Un autre élément intéressant du framework, justement au niveau des clients, Postgre, Redis, Maria, etc. En fait, c'est que leur implémentation permettent d'utiliser les mêmes event loops et le même pool de threads que le framework, que les requêtes HTTP elles-mêmes. Du coup, on peut potentiellement s'économiser du context switch, en fait. C'est un petit peu ça aussi qui fait la rapidité du framework. Voilà, justement, j'y viens. Au niveau de la performance, alors j'avais commencé à faire mes propres benchmarks sur Cassis, j'ai pas eu le temps de les intégrer. On a quelque chose overall sur le framework Drogon qui est assez bon, même si en fait au fil du temps il a perdu un peu de sa superbe. Donc en fait sur le référence benchmark Tech Empower, là en fait il est 12e.
On a pas mal de projets Rust, de framework Rust qui ont un peu pris l'ascendant. Et sinon en C++, C++ pur, il est deuxième. Voilà, Lithium est un petit peu meilleur et meilleur sur la perf. Voilà. Juste rapidement, un code très simple pour l'instanciation, et enfin pour créer juste un endpoint get hello. Donc en fait, vous appelez ou créez la singleton de l'app Drogon, vous lui ajoutez un listener TCP, vous réglez le nombre de threads que vous voulez pour son pool. Et là, en fait, vous créez juste un handler avec la route et des params. Et après, dans votre callback, dans votre callback, vous allez définir le comportement et le retour, le message de retour. Et vous allez appeler la callback, en fait, passée en paramètre ici de la lambda que vous avez déclarée pour votre handler. Et ça va faire ce que ça va faire. Ouais. Ouais. Ok. Donc là, je vais essayer de faire une petite démo. Ça va peut-être pas être évident parce que en fait, j'ai pas mal de lag. Ok. On va y arriver. Hop. Ok. Donc, on a ouais. Et zoom in, ça sera plus simple. Attends. Putain. Je suis aveugle. Sinon, en bas à droite, t'as la loupe. Tout en bas, dans l'apparence, appearance. Troisième. Ouais. Putain, et j'ai perdu mon curseur. Super. Ah non, Appearance tout en bas. c'est bon, un peu plus. Putain. Tout en bas à droite de ta fenêtre, t'as une loupe qui va mettre zoomé. Vraiment. En bas à droite de ta fenêtre. Là, t'as la souris quasiment à côté dessus, à gauche. À côté de copilote là. Voilà. Et là, t'as un petit plus. T'avais la souris dessus. Et là, t'as un petit plus. Ah, je vois que dalle en fait parce que je suis très. Un peu à gauche, encore à gauche, gauche, encore un peu. Peut-être comment plus. Ah mais en plus je suis sous Rustdesk, alors le mapping n'est pas tout à fait. Bref, je suis pas dans des conditions de fou, c'est pas grave. T'arrives à voir la commande palette? Comment Shift P, ça. Attends. On peut bouger ça vite fait? Ouais, attention. Ah ouais, c'est un peu mieux. Le câble, là, ouais. Attention, le câble. Tout en bas, tout en bas, là. Donc là, une deuxième, je pense qu'il faut faire 2-3 fois. Là, tu peux pas taper sur Google. Apparence. Contrôle quoi? Ouais. Une dernière fois, je pense. Putain.
raccourci, c'est quoi? C'est CTRL+, mais je sais pas, avec mon Rustdesk, il y a un mapping un peu bizarre, mais... Ok. Ok, donc là je vais vous faire une petite démo de présentation de la CodeGen dans Dragon, avec Dragon. Donc en fait, on a un petit modèle de base de données qui est relativement simple. Voilà, en fait, on a. Alors, je sais que c'est pas très gros, mais en fait, on a une table auteur, une table livre, une table de liaison livre-auteur, une table publisher et une table genre, et qui est pré-populate avec des datas. Et c'est en fait pour vous montrer from scratch comment on peut faire un CRUD quasi complet pour ces entités-là. Donc, vous avez en fait une appli qui s'appelle DragonCTL qui permet en fait de créer des nouveaux projets Dragon et de créer aussi d'autres éléments. On va voir. Donc là, je crée un nouveau projet en fait, et donc maintenant. Hop, dans mes projets, donc maintenant j'ai un projet j'ai un pass qui s'appelle librairie. Voilà, et en fait du coup le générateur de projet Dragon m'a construit en fait toute une arborescence avec le CMake-list qui va bien, déjà un premier jet de configuration et une arborescence avec en fait la manière de structurer le code dans Dragon. Donc à partir de ça, en fait, on va ouvrir notre fichier qui s'appelle model.json. On va simplement lui donner le nom de la database en fait pour pouvoir extraire les tables. Donc qui s'appelle librairie, schéma librairie. Voilà, c'est suffisant. Et en fait, on sauvegarde. Ça va le faire. Ok, donc là on rappelle DragonCTL. Create model. Donc on lui donne le directory models dans lequel il y a notre fichier de config. Yes, voilà. Et donc là, en fait, on a tous nos entités en fait qui viennent directement de la base de données. Voilà, toutes nos tables en fait qui ont été converties sous forme de classes de classe C++. Et on a aussi les contrôleurs attenants pour pouvoir, donc avec un CRUD complet, pour pouvoir les guetter les objets de la database, en poster de nouveaux, en supprimer et en modifier, etc. Et donc là maintenant qu'on a ça, il ne nous reste plus que à builder. Voilà, donc là on a buildé toutes nos classes, toutes nos entités. Maintenant, il nous faut juste
pareil, au niveau de la configuration que le programme va utiliser, il va juste falloir modifier le dbname ici. Non, pardon. Ici. Voilà. Et donc là, on peut lancer notre binaire. Voilà. Donc là, en fait, on a notre binaire de serveur web qui run. Et donc là, maintenant, je peux aller, en fait, faire des requêter tous les endpoints qui ont été créés automatiquement par Drogon. Alors là, voilà, par exemple, putain, je vois rien. Ah, d'accord, ok. Putain. Donc là, hop, par exemple, je requête le get publisher, voilà, get books. Donc là, il va récupérer les données qui ont été pré-populate dans la database. Donc là, en fait, voilà, en 5 minutes, je vous ai fait, en fait, Drogon vous a fait une API web JSON quasiment en no code, voilà, quasiment sans code. Donc voilà, je vais reprendre ça. Voilà. Après, il y a quelques éléments qui sont un petit peu pas trop plaisantes dans l'utilisation qu'on a eue de Drogon. Au niveau de l'ORM, en fait, en fait, on a fini par s'en passer un peu. En fait, on fait plus trop de code gen, on va plutôt avoir tendance à écrire le code de manière un peu plus manuelle. Voilà, on a en fait une facilité d'utilisation de l'ORM qui est pas ouf, mais bon, ça aussi c'est relatif en fait au langage, j'aurais un petit peu envie de dire, contrairement à des langages pleinement réflectifs qui sont peut-être plus, de ce point de vue-là, qui sont plus intuitifs. Pas de support de Swagger Open API. Donc ça, c'est un petit peu aussi problématique. Pas de support de pagination de base dans la génération de code. Pareil, ça peut être quand vous avez beaucoup d'objets dans votre base de données et que en fait vous voulez faire quelque chose de propre avec une pagination, vous ne pourrez pas passer par la CodeGen. Il faudra développer vos propres contrôleurs. Un autre point, alors là c'est plus un point d'architecture. Le framework en lui-même fait un usage immodéré de shared pointer. Après, ça s'y prête bien, en fait, parce que vous avez en fait des chaînes de callbacks, des nested callbacks avec l'asynchronisme qui en fait doivent donc la plupart du temps avoir un ownership partagé des éléments qui vont traiter. Donc en fait, ça s'y prête assez bien, mais bon, voilà. Un autre point, alors qui n'est ni de l'architecture, ni du code, ni quoi, c'est que en fait, alors il y a pas mal de mainteneurs ponctuels sur le projet. Après, il y a peu de core mainteneurs. Ils doivent être une petite équipe de 2 ou 3. Voilà. C'était à peu près tout. Ce que vous avez des questions? Du coup, par rapport à Python Django, c'est quoi le... Est-ce que tu as pu faire des comparatifs avec Python Django? Ouais, alors je te dis, j'avais
J'avais préparé des benches, mais j'ai pas pu j'ai pas pu les finir à temps. Mais en fait, tu vois, par exemple, Django sur la, sur les premières entrées du benchmark, en fait, il est même pas là. En fait, il est en bas de, il est en bas de classement. Bon, en même temps, en fait, après Python, comme d'autres, enfin, étant un langage interprété, il joue pas exactement dans la même courbe, Je sais bref. on a quelqu'un qui bosse justement en Python Django sur une base. Et je crois que la plupart des optimisations qu'il fait, c'est pas tant sur le code du framework, c'est plus sur sur la database elle-même. En faisant des indexations, des trucs comme ça par exemple. Ah oui, bah, ce qui est sûr, c'est que un bon modèle de données avec en fait Ouais. bien indexé, bah oui, enfin ça c'est un peu le optimization 101, j'ai envie de dire. Parce que est-ce que justement, la question implicite, c'est est-ce que cet overhead là est pas négligeable finalement? Bah en fait c'est comme je dirais, effectivement tu as raison, c'est en fait t'es dans des ordres de grandeur un peu différents en fait quand tu as une DB mal indexée ou en fait des requêtes mal optimisées en fait t'es sur des losses de perf qui peuvent être très importantes et c'est ceux-là évidemment qu'il faut adresser en premier. Ouais. Donc c'est vraiment pour des usages pointus ce truc là, c'est ça? Oui, bah en fait, nous, je te dis, on avait un use case un peu particulier. En fait, système de trading où en fait la performance joue un peu. Euh, oui, on avait un use case un petit peu, enfin, on avait un use case particulier. Ouais. Ok, ça marche. Je suis pas sûr. C'est quoi la métrique qui est mesurée Je sais pas si En tu l'as fait, dit. normalement c'est celle-ci en fait c'est le nombre de queries par seconde qui peut encaisser, je crois. Enfin, ça me paraît assez haut quand même. Non, c'est ça. Ouais. Sur Ouais. Python Power, c'est ça. Merci beaucoup. Du coup, par rapport au code que ça te génère, ça reste, tu disais que c'était un peu verbeux. Est-ce que ça reste un peu lisible si par exemple on ouvre un des fichiers En fait c'est très lisible. C'est juste que la surcouche de l'ORM. Enfin moi, on peut regarder. Il Ouais. n'y a pas de problème. Human VS Code. Ah, putain. Ok. Donc le code des contrôleurs, hop, il est là. Donc en fait, il génère une en-tête, un fichier source. Enfin en fait, il génère deux en-têtes, deux fichiers sources parce qu'en fait, il y a un mécanisme d'inheritance où en fait tu peux modifier le behavior du contrôleur en fait donc il génère une base classe. On va essayer de voilà. On va plutôt regarder là. Donc, voilà. En fait, ouais, bon, en fait, non, peut-être là-bas ça aurait été mieux. Mais juste pour montrer vite fait comment aussi il gère le mécanisme de routing. Donc, en fait, vous avez des macros spécifiques qui, en fait, font le lien, en fait, entre les URL. Donc les endpoints, vos endpoints et les callbacks après dans vos contrôleurs. Donc en fait c'est comme ça qui déclare ses routes via ces macros. Et donc après vous avez donc oui là une classe de base.
qui va du coup faire, bon là on est dans l'entête, mais en fait qui va déclarer, qui va implémenter donc les getters, le get one, get many, enfin get many, update, delete, post, enfin create. Et après dans l'implémentation, ah non, je suis plus dans la base. Voilà. Donc il récupère en fait un DB client. Là, voilà, en fait, il fait appel donc à l'ORM, il fait appel au mapper. Là, on est sur le get one. Donc, il fait appel au mapper avec l'ID de l'objet que vous voulez récupérer. Après, avec donc deux callbacks, enfin deux lambda, une pour renvoyer en fait l'objet déserialisé. Et l'autre callback d'erreur, ouais, voilà. Et l'autre callback d'erreur, donc ça va, c'est même le code généré est assez readable. Voilà, juste en fait, nous quand on écrit par exemple, quand on écrit des contrôleurs, on va avoir tendance par exemple à ditcher le mapper par exemple. En fait, on va plutôt appeler le client SQL directement. Merci beaucoup. Voilà.